On va partir sur l'affaire de cette jeune fille, de Lina, de 15 ans, qui a disparu depuis samedi. La procureure vient de s'installer pour une conférence de presse. On l'écoute. De groupement de gendarmerie du Bas-Rhin et du lieutenant-colonel chef de la section de recherche de Strasbourg, co-saisie de l'enquête que j'ai ouverte en disparition inquiétante de Lina, née en 2008 et donc âgée de 15 ans. La disparition de Lina a été signalée au service de gendarmerie le samedi 23 septembre vers 14h15 par la mère de la jeune fille. Selon ses déclarations, Lina devait se rendre à pied de son domicile à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à 2 km 900. Elle prévoyait de prendre un train vers midi pour se rendre à Strasbourg, retrouver son petit ami. Ce dernier, ne la voyant pas sortir du train à 12h53 heure d'arrivée, a alerté la mère de Lina qui a signalé la situation en appelant le 17. Dès l'alerte, les investigations ont été lancées avec audition de témoins, familles et amis. Un premier dispositif de recherche a été mis en place sur l'itinéraire emprunté par Lina par la gendarmerie. Des vérifications ont également été effectuées, à la fois dans les rames télésurveillées du train que devait prendre Lina et à la gare de Strasbourg via les caméras de vidéoprotection. La mineure disparue n'apparaît pas sur les vidéos exploitées. Il faut préciser qu'il n'y a effectivement aucune caméra par ailleurs de vidéoprotection à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Plusieurs ratissages engageant les nombreux moyens de la gendarmerie, dont une équipe cynophile, un hélicoptère porteur de caméras thermiques et des drones, ont eu lieu depuis samedi après-midi sur le lieu potentiel de la disparition. 2 battues ont été organisées hier après-midi et ce matin, avec plusieurs centaines de volontaires sur place, encadrés par la gendarmerie et par la sécurité civile. L'enquête de la gendarmerie menée sous l'autorité du parquet de Saverne et parallèlement à ces recherches a permis de vérifier les points suivants que je suis en mesure de vous communiquer. 2 témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Elle cheminait à pied et était porteuse des vêtements tels que spécifiés ensuite dans les avis de recherche et appels à témoins qui ont été lancés depuis sa disparition. Sur son itinéraire, aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure, évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime. Son téléphone, dont je précise qu'il n'a pas été retrouvé au moment où je vous parle, a cessé d'émettre à 11h22 le jour de la disparition sur le secteur des recherches. Aucune activité bancaire sur son compte n'a été constatée enfin depuis la disparition de la jeune fille. Outre des auditions encore en cours dans l'environnement de Lina, les investigations visent notamment actuellement à identifier la présence de caméras le long du trajet emprunté et sur les axes à proximité immédiate. S'agissant de la personnalité de la jeune fille, son entourage, à qui un accompagnement psychologique a été proposé, n'a signalé aucune fugue récente ou ancienne permettant d'accréditer pour l'heure une disparition volontaire. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Est-ce que vous comptez draguer les étangs ? Ce sera évidemment envisagé très rapidement, naturellement, avec l'ensemble des moyens susceptibles d'être mis à disposition par la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le chien pisteur s'est arrêté au même endroit que l'arrêt final du téléphone portable ? Alors, c'est un aspect qu'il s'agit de préciser et de vérifier. En tout cas, effectivement, l'équipe cynophile a permis d'identifier que la jeune fille avait disparu dans le secteur des recherches qui sont actuellement effectuées. Mais vous savez naturellement que c'est un niveau de précision, malheureusement, qui est très relatif. Donc, nous prenons évidemment cet aspect des choses avec beaucoup de recul. Quel périmètre a été
ratissés, combien de kilomètres carrés ont déjà été ratissés par le gouvernement? Alors en kilomètres carrés, c'est compliqué de vous dire, mais en tout cas, vous mesurez naturellement que sur les 2 km 900, il y a une très très grande partie évidemment du secteur de recherche qui a déjà fait l'objet de ces investigations, et vous l'avez entendu dès samedi après-midi. Donc nous avançons grandement sur un secteur effectivement qu'il convient encore évidemment de vérifier et de faire l'objet d'observations très importantes de la part des services sur place. Est-ce que les 2 premières battues ont permis de retrouver certains indices? Pas à ce stade, non. Est-ce qu'il y aura d'autres battues? Alors, pour l'instant, nous envisageons ce qui a été indiqué à l'instant, c'est-à-dire des vérifications notamment dans les points d'eau qui ont été observés sur un secteur dont vous avez peut-être mesuré qu'il était rural, bien sûr, montagneux particulièrement, et effectivement avec une présence d'eau particulièrement importante. Que vous ont dit les témoins qui ont aperçu Lina? Elle semblait dans un état d'entrée. Alors, pas de précision particulière à vous donner, si ce n'est effectivement des témoins qui viennent attester de ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire de sa présence sur le trajet qu'elle empruntait régulièrement pour se rendre à la gare. Le chien pisteur s'est arrêté à quel endroit près du trajet? Alors, il s'est arrêté dans le secteur des recherches. Encore une fois, c'est ce que j'ai indiqué à l'instant. C'est une précision d'abord qu'on ne peut vous apporter de manière tout à fait précise, mais surtout avec laquelle il faut être particulièrement vigilant. Nous prenons cet aspect des choses, en tout cas ce point évidemment avec d'autres pour venir identifier si très clairement nous sommes sur le bon endroit des recherches mises en œuvre. Est-ce qu'on est certain du chemin qu'elle a pris? C'est-à-dire, est-ce que c'est un chemin qu'elle prenait de manière régulière? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs façons de rallier Plaine à Saint-Denis-de-la-Roche. Alors, c'est un chemin qu'elle prenait de manière régulière, d'après ce que nous a indiqué effectivement sa mère. C'est un chemin qu'elle empruntait donc pour quitter son domicile et se rendre à la gare pour ensuite prendre un train. Là, en l'occurrence, vous l'avez entendu, c'était un train qui menait jusqu'à Strasbourg pour retrouver un petit ami qui l'attendait sur le quai de la gare. Qui était la dernière personne à lui parler? Alors, la dernière personne à lui parler, en tout cas des éléments que nous avons portés à notre connaissance, ce serait donc sa maman, qui, le matin même de sa disparition, l'a quittée le matin, au moment où cette dernière prenait son poste, puisque cette dernière exerce à titre d'infirmière. Elle indique que sa maman a indiqué qu'elle avait envoyé un texto à son petit ami aux alentours de 11h15, 11h20. Ce serait donc le petit ami qui lui a parlé en dernier, Alors, ce sont des éléments qu'on ne peut pas venir préciser de cette manière-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est, comme indiqué à l'instant, que son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. C'est exactement ce que j'ai indiqué. Aucune piste n'est privilégiée. Nous continuons véritablement d'avancer. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances dans lesquelles Lina, effectivement, a disparu samedi matin. Pour une importante, dans le train, il y avait de la vidéoprotection qui ralliait la gare de Strasbourg. Alors, dans certains trains, effectivement, vous avez de la caméra qui est située devant chaque porte d'entrée ou de sortie. Et donc, ce sont les services de la SUGE, c'est-à-dire la protection, les services de sécurité, de la SNCF, qui, sur réquisition, nous ont mis à disposition ces vidéos, de telle manière que nous puissions vérifier si cette jeune fille apparaissait sur les vidéos. Elle n'apparaît pas sur les vidéos donc, de la rame considérée, et elle n'apparaît pas non plus sur les vidéos du quai de la gare de Strasbourg et d'ailleurs de l'entièreté de la gare, puisque ces vérifications ont bien sûr été faites à la demande du parquet de Saverne. À ce stade, est-ce qu'il y a eu des auditions de proches? Bien sûr. Elles ont été effectuées dès les premiers éléments d'inquiétude, naturellement, dès donc le samedi après-midi, me permettant d'ailleurs d'ouvrir une enquête en disparition inquiétante d'une mineure. Encore peut-être une ou deux questions. Les deux témoins qui l'ont aperçue, est-ce qu'ils la connaissaient? Alors, ce sont des témoins, effectivement, qui, semble-t-il, la connaissaient, qui ont en tout cas été en capacité de donner des éléments importants pour nous, puisque, au travers de ce que la mère a pu indiquer, cette dernière, Lina, je parle, était porteuse de certains vêtements, et ce sont des vêtements qui ont été désignés par les deux témoins dont j'ai évoqué le témoignage à l'instant. Il y a eu un autre fait divers à proximité assez mystérieux récemment, avec l'assassinat de cet enseignant à Kensal. Est-ce qu'un lien éventuel a été... Non, pas à ce stade, non. Une dernière question? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa situation familiale? Là, il me semble qu'elle est génique, qu'elle vit seule avec sa mère. Est-ce que ça, vous pouvez nous confirmer? Oui, alors ce sont des éléments, je crois, que vous avez déjà à votre connaissance, puisque j'ai pu lire dans certaines dépêches des éléments d'ordre personnel, avec une jeune fille, effectivement, de 15 ans, scolarisée, qui vit au domicile de sa mère, que vous avez, je crois, d'ailleurs aussi été en capacité d'entendre, oui. Une dernière question. Ce chemin est considéré comme quoi? Dangereux, calme? Est-ce qu'il y a eu
d'autres cas de personnes qui se seraient senties en insécurité sur ce chemin? Pas à ma connaissance. Toute dernière question, les étangs qui vont être dragués, c'est quand? On le sait déjà, demain, après-demain? Non, mais ce seront des éléments qui pourront vous être communiqués sans aucune difficulté. Je vous remercie. On continuera à commencer par communiquer régulièrement. En tout cas, si des éléments sont susceptibles de vous être transmis et qui intéressent naturellement l'enquête, je le ferai volontiers. Merci. Procureur Aline Clairaut, extrêmement claire dans cette conférence de presse. Elle donne d'ailleurs beaucoup d'éléments. Sur ce plateau, pour nous accompagner, Maureen Bajac, que vous connaissez, journaliste de police-justice pour TF1 et LCI. Merci d'être avec nous. Maureen, le capitaine Marc Rolland, qui est porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Bienvenue à vous. Michel Marie, qu'on connaît bien également, qui est journaliste et chroniqueur judiciaire. Et Maître Adeline de Gouvello, vous êtes avocate de l'association Juristes pour l'enfance. Alors, on a appris un certain nombre de choses. La première des choses, quand même, Maureen, c'est qu'on n'a aucune piste privilégiée pour la disparition de cette jeune fille. Oui, alors dans un cas comme ça, les gendarmes, ils cherchent d'abord à remonter la trace, évidemment, de Lina, réquisitionner les vidéos de surveillance à proximité des lieux, et puis, la procureure le disait, localiser précisément là où le téléphone de Lina a borné pour la dernière fois. On voit le témoignage de son petit ami, donc il l'attendait à Strasbourg, qui lui parle de cette communication à 11h20, et puis les éléments de la gendarmerie avec ce chien Saint-Hubert qui perd sa trace justement sur ce même trajet. Et puis ce que les gendarmes cherchent aussi à faire, elle l'a très bien dit, c'est explorer son environnement familial, expliquer ce qu'il a pu se passer. A priori, ce n'est pas une jeune fille qui est connue pour des fugues. On nous parle d'une personne très stable, elle a un job étudiant, une formation. Donc on cherche à comprendre ce qu'il a pu se passer. Alors elle n'a pas été très diserte d'ailleurs, effectivement, sur l'environnement proche de cette jeune fille. Peut-être tout simplement préserver l'intimité de cette famille, on peut bien le comprendre. Oui, moi, il y a une chose qui m'a interpellée, peut-être, capitaine Rolland, pourrez-vous nous éclairer? Pourquoi dit-elle, pourquoi est-elle aussi insistante sur le fait que les équipes cynophiles, l'endroit où le chien a marqué pour la dernière fois, il faut se méfier, c'est pas forcément si fiable, etc. C'est vraiment la réalité? Disons que la performance des chiens, notamment de la race Saint-Hubert, qui disposent dans leur truffe de plus de 300 millions de cellules olfactives, c'est quand même une sacrée performance en termes de recherche. Mais effectivement, comme toute matière vivante, toute matière d'investigation, on ne peut pas écarter l'erreur de guidage et l'erreur du chien, qui peut renifler non pas la piste du jour, mais une piste peut-être plus ancienne. Oui, parce que c'était un trajet qu'elle prenait régulièrement. Exactement. Donc évidemment, c'est ça qui peut poser question. Maître Adeline Le Gouvello, on a vu ce que disait la procureure à l'instant, c'est que très vite, elle prend au sérieux les appels de la maman, parce qu'il s'agit d'une mineure. Et donc dans ces cas-là, j'imagine qu'effectivement, on déploie assez rapidement. Sur les équipes qui ont été déployées, c'est un déploiement d'ampleur. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que nous, les avocats, nous voyons en amont les textes qui s'appliquent, et ensuite les moyens des déployés ne relèvent plus tellement de nous. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que dès qu'il s'agit d'un mineur, le code de procédure pénale est assez précis. On est tout de suite sur une enquête de flagrance, donc avec des moyens qui sont assez larges. Et véritablement, on peut dire que les professionnels sont à chaque fois très sérieux, les familles bien accompagnées. Voilà. Alors évidemment, plus le mineur est âgé, plus on va quand même regarder les éléments de circonstance. Est-ce que ça peut être une fugue, etc. Mais c'est beaucoup moins compliqué que quand il s'agit de la disparition dite inquiétante, qui n'a pas de définition légale et qui serait celle d'un majeur, où là, il faut apporter vraiment des éléments circonstanciés du fait que cette disparition soit inquiétante, et ce n'est pas le cas pour un mineur. Oui, c'est ça, d'accord. Maître Bernard Boulou est avec nous, vous êtes avocat spécialiste des affaires de disparition justement, et membre de l'association Assistance et Recherche des personnes disparues. Des mineurs, des enfants mineurs ou adolescents qui disparaissent chaque année, est-ce qu'il y en a beaucoup, et quelle proportion est une disparition volontaire, la fugue? Alors, bonjour. Il y a effectivement beaucoup de disparitions de jeunes mineurs. Malheureusement, nous n'avons pas de statistiques précises, notamment de l'État, mais on peut évaluer à environ 40 000 disparitions. Cela dit, on en retrouve beaucoup, mais on n'a pas de statistiques précises, et c'est bien là, effectivement, le drame. Ce qui est très inquiétant, Michel Marie, et c'est d'ailleurs pour ça que la procureure disait que cette disparition était effectivement particulièrement inquiétante, c'est qu'on n'a pas de piste. Enfin, manifestement, il y a 2 témoins donc, qui disent entre 11h15 et 11h30, on l'a vu sur le chemin de la gare, bon, mais c'est tout.
Effectivement, c'est très inquiétant, d'autant que son téléphone s'est coupé à 11h22. Donc, s'il y a un témoin qui l'a vu à 11h30, on peut aussi se poser la question de savoir si le téléphone ne s'est pas coupé tout seul parce que plus de batterie, parce que panne de réseau ou que sais-je. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est volatilisée entre son domicile et la gare, puisqu'apparemment, elle n'a pas pris de train. Il y a une partie de forêt, il me semble. Mais on voit ici, regardez, ce sont des images tournées par nos équipes, des images de drones qui sont... Alors on va aller voir Mathieu Carman, parce que vous êtes sur les lieux justement, dans la zone de recherche, Mathieu. Ces images-là, qui sont tournées par les équipes de la chaîne, sont effectivement les images qui nous retracent le trajet probable. 2 km 900, nous disait la procureure à l'instant, Mathieu, et le mystère est toujours aussi épais que depuis samedi. Oui, absolument. Le mystère reste entier ici, parce que il faut se rendre compte. Donc, vous voyez ces images en ce moment même sur l'antenne d'LCX. C'est une zone très boisée ici, avec beaucoup d'arbres, des forêts sur le bord de ces routes. Il y a également un étang qui se trouve sur ma droite et une rivière sur ma gauche. Et on a entendu la procureure de la République il y a quelques instants qui annonçait que justement ces 2 points d'eau allaient être vérifiés pour voir évidemment si on ne retrouvait pas une trace de la jeune Lina. Alors ce matin, il y a eu une deuxième battue qui a été organisée. Elle a rassemblé près de 400 personnes, des anonymes, des proches aussi de Lina, des amis qui se sont donc rassemblés pour tenter de trouver, de chercher parcelle après parcelle, mètre après mètre, de tenter de trouver le moindre indice possible, peut-être un lacet, peut-être une chaussette, quelque chose qui peut donc montrer où se trouve Lina. Et on a également entendu la procureure de la République il y a quelques instants qui nous a donné cette information que son téléphone portable a cessé d'émettre aux alentours d'11h22 samedi. Et donc Lina qui est toujours recherchée, ici activement recherchée, 35 gendarmes sont mobilisés et peut-être que dans les prochaines heures, peut-être demain également, il y aura une nouvelle battue spontanée organisée par les habitants de ces 2 villages qui sont donc très inquiets ici. Évidemment, et qui sont accompagnés par les forces de gendarmerie, bien entendu, encadrés. Tout cela est très encadré, il ne faut pas abîmer, je suppose, d'éventuels indices. Ce qui est intéressant à voir aussi, Maureen, c'est que ce que nous dit la procureure tout à l'heure, il n'y a pas de traces d'accident de la route, il n'y a pas de traces de freinage ou de ce genre de choses. Et toute la difficulté, c'est intéressant ce qu'elle disait, c'est qu'il n'y a pas de vidéosurveillance à la gare où elle devait se rendre. Donc en fait, il faut identifier toutes les caméras sur cet axe avec ces images que vous voyez là, qui est très rural. Donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur ça. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle disait, c'est qu'il y a aucune activité bancaire, le téléphone cesse d'émettre, donc on n'a plus d'informations à partir d'11h22. Et c'est tout ça qu'il faut réussir à déchiffrer maintenant. Et sur les réquisitions, ensuite, capitaine Roland, elle a expliqué que très vite la SNCF avait fourni... ça va vite, ce genre quand il suffit que le parquet appelle la SNCF en disant « j'ai besoin des images de tel train », c'est transmis quasi instantanément. Dès lors que l'outil technique le permet, effectivement, les images sont téléchargées et exploitées ou par la personne requise ou alors par les opérateurs de la gendarmerie, les techniciens. Oui, c'est ça. Et pour voir à peu près ce que ça peut donner. On sait qu'elle n'est pas descendue à Strasbourg, on sait aussi a priori qu'elle n'est pas montée dans le train. On sait surtout qu'elle n'a pas été vue à Strasbourg. Oui, c'est ça. On peut imaginer aussi, soyons prudents, qu'elle ait pu échapper à la vigilance technique de la caméra. Ou qu'elle soit partie une gare avant, ou qu'elle soit restée dans le train. Mais après, l'enquête ne fait que commencer, évidemment. Il y a autre chose également, maître, que disait la procureure tout à l'heure, et c'est évidemment fondamental, c'est qu'elle dit l'entourage de cette jeune fille est évidemment pris en charge. Elle est jeune, elle a 15 ans, Lina, donc ses amis ont sensiblement le même âge. Dans ces cas-là, il faut effectivement peut-être les préserver un petit peu. Alors bien entendu, il faut les préserver, il faut aussi inviter les proches à respecter le travail des professionnels, parce qu'il y a aussi cette difficulté que chacun s'improvise détective, à commencer par certains proches qui s'imaginent plus professionnels que les professionnels. Et puis évidemment, il y a quand même la tragédie vécue qui fait qu'il faut essayer de les préserver au maximum. Et de toute façon, ça sert les intérêts de chacun, mais ça sert l'intérêt de l'enquête elle-même. Moins on en dit, et mieux, mieux on se porte, et plus les professionnels peuvent travailler sereinement en réalité. Et ce que disait d'ailleurs la procureure tout à l'heure, Michel Marie, c'est qu'elle expliquait bien que s'il y avait d'autres éléments que nous pouvons nous permettre de vous transmettre, on le fera. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne dit pas tout, parce que ça serait compliquer l'enquête, mais qu'il y a désormais, vous avez couvert pas mal d'affaires, désormais des communications justement pour éviter peut-être qu'il y ait trop de fuites, trop de délire aussi, de gens qui partent dans des théories pas possibles.
façon, il y a plusieurs problèmes. Dans une affaire comme celle-là, je pense immanquablement à la disparition d'Émile, où on a reproché aux gendarmes et aux magistrats du parquet d'avoir possiblement saccagé une scène de crime, une potentielle scène de crime. Et donc, là, on est tenté... Enfin, là, on parlait de caméras tout à l'heure. Je pense que sur le chemin, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, vu que c'est que de la forêt. Donc, on n'est pas en zone urbaine, on est en zone gendarmerie. Alors, la force de la gendarmerie dans ce type d'affaires, c'est la capacité à envoyer du monde sur le terrain. C'est des motos, c'est des quads, c'est des drones, c'est des personnels qui viennent des départements limitrophes s'ils ont besoin. Et ils peuvent très vite avoir 100, 150 personnels engagés sur le terrain. Donc ça, c'est quand même très efficace. Après, pour ce qui est de la communication, je crois avoir compris de ce que dit la procureure qu'ils n'ont pas grand-chose. Pour le moment, oui, effectivement. Pour le moment, l'air de dire, c'est pas un reproche que j'en fais, c'est une constatation. Pas de piste privilégiée, ça veut dire aucune piste n'est écartée, mais aucune piste n'est privilégiée non plus, quoi. Cette petite, apparemment, n'était pas fugueuse, elle avait rendez-vous avec son petit copain, donc généralement, à 15 ans, une jeune fille qui a rendez-vous avec son petit copain, elle est contente de le rejoindre, donc il n'y a aucune espèce de raison qu'elle descende au train d'avant, enfin à la gare d'avant, ou qu'elle fasse une fugue, et puis j'imagine que les enquêteurs ont longuement interrogé la mère, très proches, et l'entourage. Voilà, 15 ans, alors, cette gosse n'avait pas un profil de fugueuse. Donc, il a dû lui arriver quelque chose.